Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. On va tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre donc avec le quotidien Mutation qui met en sa une, bataille foncière, la terre promise. Les Banènes disent non à la vente de leur terre, écrit le quotidien Mutation qui a d'ailleurs fait tout un dossier sur les questions foncières. Le journal parle même de bombes foncière dans ses colonnes et d'indiquer qu'il ne se passe plus de mois ou de semaines sans qu'une affaire d'accaparement des terres n'éclabousse l'actualité du Cameroun, alors que les esprits s'échauffaient encore dans le département de la Sanaga-Maritime autour du massif forestier d'Ebo. Un abcès a été crevé dans la vallée du Thème par l'élite locale soutenue par les populations, achevant de consacrer le caractère délicat de la question de la terre au Cameroun. Le journal indiquait que le peuple suit le massif forestier, le peuple Ebo toujours en exil. Citant le cas de la vallée du Thème, la contestation qui prend donc du relief, l'accaparement des terres d'écueil, les cas recensés sur le territoire national ont vicié les rapports entre les postulants et les communautés locales, sans compter les exploitants forestiers qui parfois investissent dans coupe du bois sans toutefois réaliser des projets sociaux dans les localités concernées. Toujours dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal parle de crise anglophone, une femme décapitée à Moyoka. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre une dame tuée à coups de machette par des présumés séparatistes, écrit le journal. Elle est accusée de travail de connivence avec les forces de défense et de sécurité, et c'est elle qui donnerait toutes les informations aux forces de défense et sécurité. Et pour cette raison qu'une bande d'individus armés présentés donc comme des séparatistes l'ont pris à partie et l'ont tué à coups de machette. Toujours dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal parle des Bolova, éducation à la machette au campus annexe de Soie. Le journal indique que pour avoir tenté de voler dans cette structure, 2 jeunes hommes ont été copieusement tabassés par le coordonnateur de cette université, de l'annexe de cette université, à savoir Eustache Atangana Angane. Sur l'image, évidemment dans les colonnes de Mutation, d'ailleurs une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, il assène des coups de machette, évidemment à plate machette, sur la plante du pied du jeune homme couché à même le sol complet, presque nu. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité, de même que le journal parle aussi de l'affaire Atangana Kuna renvoyée pour absence de quittance, restitution donc du corps d'Eli. Ne disposant pas de cette pièce, l'avocat général près du tribunal criminel spécial n'a pas achevé la rédaction du plumitif qui doit être soumis au président du dit tribunal. De même que dans les colonnes du quotidien Mutation, le quotidien évoque cette question d'insalubrité dans la ville de Yaoundé, des déjections humaines sur la voie publique, écrit le journal. La coulée depuis plusieurs semaines des eaux usées, des fosses septiques en Vormi et Coron expose les populations à diverses maladies. Ce qui n'est pas d'ailleurs le seul cas. La ville de Yaoundé qui est quotidiennement arrosée par des déjections humaines, la cité verte, Biémassi, Mendon en sont des exemples, écrit le journal. Voilà ce qu'on peut retenir, même si à l'international, on peut ici évoquer le cas du Tchad. Déby tient son bâton de maréchal élevé à ce grade par l'Assemblée nationale de son pays. Le président tchadien porte ses attributs depuis le 11 août dernier, écrit donc le quotidien Mutation. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien Mutation. Le quotidien Cameroun Tribune parle de choc économique lié au Covid-19. Le Cameroun résiste bien. Selon l'agence de notation Moody's, le pays, du fait de la diversité de son tissu économique, affiche résilience et stabilité et est armé pour sortir de la crise causée par le coronavirus avec beaucoup moins de cas que ses voisins de la sous-région Afrique centrale. Toujours dans les colonnes du quotidien, Cameroun Tribune, Yaoundé, le préfet est mort. Jean-Claude Tila est décédé hier soir après avoir perdu le combat contre la maladie. L'administrateur civil s'éteint à 64 ans, écrit donc le quotidien
Le quotidien Cameroun Tribune, le quotidien Le Messager met en sa une massif forestier des beaux. Paul Biya désavoue Dion-Gouté. La décision du chef de l'État d'annuler un acte de son Premier ministre cache mal une lutte de pouvoir entre les membres du gouvernement, écrit le quotidien Le Messager. Mondial 90, le scandale des logements sociaux, très anglophone, le visage de l'ensauvagement, la vidéo de la décapitation d'une femme à Muyuka suscite l'indignation de la classe politique d'ailleurs, et même l'opinion nationale et internationale sur cet acte barbare qui a été commis dans une rue publique à Muyuka. Le journal Émergence met en sa une Nozo, des assassinats tous azimuts dans le sud-ouest. Horrible meurtre d'une femme dans le nord-ouest. Un conseiller municipal de la mairie de Ndop décapité. En tout cas, le quotidien, le journal parle de 7 meurtres, ou alors 7 assassinats en 7 jours. Le journal parle aussi de l'accaparement des terres dans le camp, le rétropédalage de Paul Biya suite à ce décret pris pour annuler la concession de ces terres, comme l'indiquait d'ailleurs le journal Mutation. L'éducation, les maîtres des parents recalés en grève de la faim. Ils dénoncent les tripatouillages et les irrégularités qui auraient marqué le dernier recrutement des instituteurs à la fonction publique. Le quotidien Le Jour met en sa une l'absence de monnaie, de pièces de monnaie nuit à l'économie. Comment depuis bientôt 4 ans le pouvoir d'achat des gagnes-petits s'effrite. Une enquête que vous lirez donc dans les colonnes du quotidien Le Jour qui parle aussi de nécrologie. Le préfet du Foundi est décédé, donc Jean-Claude Tila, qui quitte la scène à 64 ans. Il était d'ailleurs réputé dans la lutte contre le désordre urbain dans la capitale avec les motos-taxis même, de même que les marches des partis politiques, écrit donc le journal. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Jour. Le quotidien de l'économie met en sa une marché public des entreprises sommées de reprendre les prestations. Elles sont plusieurs à avoir abandonné au moins un marché au cours des exercices 2018 et 2019. Voilà pour ce qui est donc des versions numériques parues à notre rédaction. Le Financier d'Afrique, formation, la monétique du GIMAC intègre le trésor public. Le journal décrit à propos que les cartes de la direction générale du trésor s'imprègnent des techniques de la monétique intégrale implémentée par le GIMAC en zone CEMAC du 12 au 14 août 2020 à Yaoundé. On finit donc cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui revient aussi sur cette crise anglophone. Horreur à Muyuka, les séparatistes du Nozo viennent encore de montrer de quoi leur cruauté est capable en décapitant une femme en plein jour et devant le public. Le Conseil supérieur de la magistrature, on en reparle encore, regard des avocats, le rendez-vous attendu depuis 3 ans et qui s'est finalement tenu à Yaoundé a ignoré tous les lourds soupçons de corruption qui pèsent sur les magistrats. Et justement, à propos de magistrats, 2 avocats s'y sont prononcés. Maître Achille Ledjo, qui est avocat au barreau du Cameroun et conseiller juridique du Social Democratic Front pour la région du littoral, indique que le Conseil a simplement récompensé ceux qui ont fait allégeance au régime. Alors que Maître Clémence Mafetgo, qui indique qu'elle est aussi avocate au barreau du Cameroun, puis à la Cour pénale internationale, cette membre de l'Union internationale des avocats et inspecteur chargé des enquêtes du contrôle des prisons à la DDH, répond aux questions, a d'ailleurs répondu aux questions de La Nouvelle Expression en indiquant qu'en tant qu'avocate, le regard qu'elle pose sur ce conseil qui s'est tenu lundi dernier est un regard mitigé. Certes, il est judicieux de procéder à une rotation aux affectations des magistrats dans les différentes juridictions nationales, mais encore, il serait judicieux que le Conseil de la magistrature se tienne chaque année afin de permettre une plus grande transparence et une plus grande efficacité de la justice, conclut donc Maître Clémence Mafetgo. Voilà pour ce qui est donc de cette revue de presse ce matin, avec évidemment, pour rester dans les couloirs de la justice, Yap Abdou, une valeur sûre de la magistrature, premier président du tribunal criminel spécial. Il a géré avec courage et abnégation les premiers gros dossiers de l'opération Épervier et vient d'être porté à la présidence de la Chambre des comptes de la Cour suprême avec un autre gros dossier lié à la gestion financière du coronavirus instruit par le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà pour ce qui est donc la revue de presse ce matin. Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Julien, bonjour.
généralement tous les jeudis, après vous avoir dit bonjour, je dis bonjour à Guy Hervé Fongan, malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui et qui n'est pas là depuis jeudi dernier parce qu'effectivement ce courageux garçon a perdu sa génitrice effectivement il y a une semaine jeudi, et je profite de l'occasion pour lui renouveler mes condoléances et renouveler bien évidemment la sympathie du plateau de la revue des Grandes Unes. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui m'a frappé, c'est l'édition d'hier de la Nouvelle Expression où en première grande une, on a pu lire un magistrat avec 2 matricules. Et on parlait justement du magistrat Yap Abdou, qui vient d'être nommé à la tête de la Cour des comptes. Mais l'auteur de cet article s'en est tenu uniquement aux accusations incendiaires du député Jean-Michel Nietzsche, qui n'a pas pris la précaution de recouper l'information. Il a vu Yap Abdou, il s'est dit que non, ça c'est terminé. Voilà une seule personne qui a trois matricules. Et il a foncé dans le tas, il a fait son accusation, et ça a fait la grande une de la Nouvelle Expression hier. Moi, ça m'a énormément affligé, parce que ça me surprend. Monsieur Yap Abdou, qui était procureur de la République au tribunal de Douala Bassa, qui vient de partir aussi, M. Yap Abdou, l'autre Yap Abdou. Bref, il y a 3. L'autre Yap Abdou du TCS, l'ancien président du TCS. Il y a aussi l'autre Yap Abdou qui est à la Cour suprême. Donc, moi, je pense que ce député, il est vrai qu'il a une proportion pratiquement naturelle à contester, mais cette fois-ci, il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude en sortant une information qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens, et au contraire qu'il a discrédité. J'espère qu'il adressera un mea culpa au Yap Abdou, au 3 Yap Abdou, en disant que je me suis trompé ou j'étais mal informé. Et c'est pour ça, certainement pour ça que moi je vois la Nouvelle Expression qui revient ce matin avec le magistrat Yap Abdou, celui qui vient d'être élu à la Cour des comptes, pour que les gens ne se trompent pas et pour qu'on comprenne exactement. Ancien président du TCS, le premier président du TCS. Aujourd'hui, il est le président de la Cour des comptes. Camille Nélé, peut-être on va rester sur cette une pour comprendre davantage. Est-ce que on voit souvent dans les concours administratifs avec certains noms originaires du Septentrion, où on prend la peine de préciser quand même, par exemple, Ouseni, né en telle date, lorsqu'on a 3 noms qui se suivent et où il n'y a aucune différence, aucun autre nom pour pouvoir les différencier. On fait quand même suivre de la date de naissance. Vous savez généralement, quand on donne un nom, on donne tout le nom. Alors, si la personne qui a donné le nom de Yap Abdou a donné Yap Abdou, soit certainement parce qu'il voulait il accorder par rapport à quelqu'un, mais si ces 3 Yap Abdou sont Yap Abdou, uniquement Yap Abdou, vous allez faire la différence comment? Vous allez commencer à mettre leur date de naissance. Peut-être qu'ils ne se connaissent même pas. Non, ils se connaissent, ils ne peuvent ne pas se connaître. Au moins à partir de cet instant, ils doivent se connaître. Non, mais ils se connaissent depuis très très longtemps. Ils savent que, parce que par exemple, le Yap Abdou qui était à nos côtés ici, qui venait de Berthois, du moins de l'Est, quand il est arrivé ici, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était l'autre Yap Abdou qui avait été ici. Même à sa nomination. Donc moi je pense que c'est tout comme même dans l'armée. Il y a des noms qui se des officiers qui s'appellent Amadou Ali, oui. Tout court. Alors vous allez mettre entre parenthèses, non, c'est l'officier, il est né en telle année. Non, moi je pense qu'il s'appelle Amadou Ali, Yap Abdou, tous les 3 Yap Abdou n'ont pas d'autres noms supplémentaires. C'est pour ça. Mais ce n'est pas une raison pour que l'on se trompe sur leur patronyme. Alors Camille, sur notre deuxième invité qui devait être là, on continue de l'attendre. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'être à la revue des Grandes Unes, en tout cas. Nous l'attendons impatiemment. On reste d'ailleurs sur ce dossier Yap Abdou. Camille, il arrive avec un gros dossier nommé à la Chambre des comptes avec ce gros dossier sur la gestion financière du coronavirus instruit par le Premier ministre, quand on se rappelle que c'est sous le premier président du tribunal criminel spécial que certaines grosses baleines ont été pêchées. Non, moi je pense qu'il n'y a pas que le tribunal du coronavirus qui l'attend. Il y a d'autres dossiers qui l'attendent aussi. Il y a d'autres indélicatesses. C'est le dossier de l'heure. Oui, c'est le dossier de l'heure, mais ce dossier arrive après d'autres dossiers. Moi je pense que c'est un dossier de plus. Et ce n'est pas non plus. Donc ça ne sera pas sa priorité. Ce n'est non plus le dossier prioritaire. Il va trouver des dossiers qu'il va instruire. Et moi je pense qu'effectivement, avec un haut magistrat de cette stature et de cette expérience, il aura à cœur non seulement de régler rapidement ceux qui traînent depuis trop longtemps et de prendre aussi en même temps le dossier du Covid qui fait des gorges chaudes aux 4 coins du pays. Et surtout dans la presse. Camille, pour rester sur les couloirs
dans les couloirs de la justice, avec ce Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu cette sortie des avocats qui trouvent que, notamment Maître Achille Lejo du SDF, qui trouve que le Conseil supérieur de la magistrature a simplement récompensé les magistrats qui font allégeance au régime, surtout du fait que des dossiers disciplinaires qui étaient fortement entendus, avec des soupçons de corruption connus, des noms qui ont même été cités et que rien n'a été fait. Comment on peut expliquer ça? Mais que savent-ils des dossiers disciplinaires et de leur état au niveau de la chancellerie? Moi, je pense que c'est un point de vue assez étriqué, parce que... du fait de leur couleur politique? Non, ce militant du SDF ne peut pas dire que seuls les magistrats ayant fait allégeance. Et regardez par exemple une juridiction comme Douala, où 80% des magistrats sont partis. C'est parce que ces 80% de ces magistrats ont fait allégeance au pouvoir? Non, moi je ne pense pas. Il y a le fait qu'il y a des magistrats qui sont là depuis 7, 8, 9, 10 ans. Pourquoi ne pas les déplacer? Il était urgent qu'on les déplace. Il était extrêmement urgent et important qu'on les déplace. Et de la même manière, à Yaoundé, les magistrats qu'on a enlevés et qu'on a envoyés, on pensait qu'on les a envoyés parce qu'il fallait les récompenser. Et ceux qui les remplacent, ceux-là, on les récompense. On enlève ceux qui n'ont pas fait l'allégeance. Mais pourtant, on les nomme parfois, pour certains, à des postes beaucoup plus importants. Donc moi, je pense que ce sont des points de vue assez étriqués. Donc Camille, ce sont des points de vue assez étriqués. 3 ans, tout s'est bien passé dans les tribunaux? Tout ne s'est pas bien passé dans les tribunaux. Et moi, je pense que les plus hautes instances judiciaires de ce pays devraient comprendre que chaque fois que la presse s'émeut d'un dossier ou s'émeut d'une situation, s'émeut du comportement d'un magistrat ou d'une juridiction, c'est autant de prétextes pour que la chancellerie jette un coup d'œil, lance un coup d'œil profond sur cette situation ou sur ce magistrat. On ne peut pas dire que la chancellerie trouve normal, par exemple, que Amadou Vamoulke fasse 4 ans sans que le procès ne soit ouvert. Non seulement ce n'est pas normal, c'est absolument anormal, mais vous ne pouvez pas dire que la chancellerie devrait rester insensible à cela, estimer que c'est normal. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'autres cas comme ça pour lesquels de mauvaises décisions ont été rendues et des décisions qui ont été rendues, qui ont été complètement remises en question par la juridiction supérieure. Et on ne peut pas dire que les magistrats sont blancs comme neige, ou qu'il n'y a pas de sanctions, ou que certains, il n'y a pas de plainte ou de procédure disciplinaire contre certains autres. Mais moi, je pense que, attendons tout simplement, et n'oublions pas que ce nouveau conseil, ce dernier conseil de la magistrature qui vient d'être passé, a connu l'entrée et la sortie de beaucoup de membres et l'entrée de beaucoup de membres. Mais attendez, maintenant, est-ce que vous pouviez donner des dossiers à des membres qui entrent et qui n'ont aucune idée de ces dossiers qui traînent peut-être depuis 2-3 ans? Je pense qu'ils vont entrer, ils sont installés aujourd'hui, ils ont prêté serment l'autre jour parce qu'il fallait bien qu'ils prêtent serment. Ils ont prêté serment, maintenant, place à la suite. Et la suite, c'est certainement les dossiers disciplinaires qui traînent depuis 3 ans. Et maintenant, en attendant notre conseil supérieur de la magistrature pour sanctionner. Mais il peut y avoir une audience spéciale. Un conseil spécial qui peut être uniquement réservé aux sanctions disciplinaires dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et pourquoi pas 6 mois? Pourquoi estimer toujours que ce qui est fait est mal fait et qu'on aurait dû procéder de telle manière? La réalité est... Vous avez cité un cas tout à l'heure, celui d'Amadou Vamoulke. D'Amadou Vamoulke, normalement, ce magistrat qui tient ce dossier depuis 4 ans, on devrait lui demander pourquoi est-ce que ce dossier n'avance pas depuis 4 ans. Si ce monsieur n'a rien fait... Ça, on te renvoie. Ce monsieur n'a rien fait. Vous le libérez. Mais s'il a fait des choses, jugez-le et condamnez-le. Point. Moi, je pense que c'est comme cela. Dans un système judiciaire normal, ça devrait se passer. Et on ne peut pas dire que ce magistrat qui fait traîner ce dossier depuis 4 ans le fait peut-être parce qu'il a reçu des instructions ou bien parce qu'il le fait selon son bon vouloir. Donc, c'est autant de situations. Le fonctionnement judiciaire au Cameroun, certes, n'est pas parfait. Et à la limite, même, il est même à parfaire. À refaire et à parfaire, mais moi je pense qu'il ne faut pas voir les choses sous un prisme aussi étroit. Juste pour sortir, est-ce que le seul acte répréhensible n'est que la corruption dans le milieu de la justice? Encore que la corruption, il faut l'établir. Il faut établir la corruption. Moi j'ai toujours dit que quand on parle de corruption, il faudrait bien qu'on identifie le corrupteur et le corrompu. C'est-à-dire que quand le magistrat, supposons, prend de l'argent, est-ce que c'est lui qui est corrompu? Ou alors il est corrupteur? Mais il devrait refuser, Camille. Sachant que c'est un délit. Il y en a beaucoup. Pourquoi ne pas interpeller celui qui fait interpeller directement celui qui tente de le corrompre? Ce devrait être la règle.
Ce devrait être la règle. Mais seulement, quand vous parlez de corruption, la corruption est un délit tellement difficile à définir, et tellement difficile même à punir. Parce que quand les gens, moi je pense que les journalistes eux-mêmes se trompent un peu au sujet de cette terminologie. Parce que quand on dit lutte contre la corruption, on vous met des directeurs généraux et des ministres qui ont été arrêtés pour détournement. Le détournement, ce n'est pas la corruption. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Donc moi je pense que même à ce niveau-là, que les gens comprennent que corruption, ça ne veut pas dire forcément détournement. Et corruption, ça peut vouloir dire qu'un magistrat qui a pris de l'argent, certainement peut prendre une mauvaise décision. Mais normalement, quand ce dossier est instruit à la juridiction supérieure, on réalise que non, ça a été mal fait. Mais il y a des magistrats qui rendent des décisions en se disant que va te débrouiller devant. Oui, donc, mais si c'est un justiciable qui n'a pas les moyens d'aller devant? Ben, s'il n'a pas de moyens d'aller devant, de toute façon... Il subit la décision finalement, pourtant c'est une mauvaise décision. Il subit la décision, mais vous savez, la justice de Dieu est toujours là pour... Donc il faut se référer à la justice de Dieu. Quand la justice des hommes ne règle pas le problème, on a qu'à mettre des genoux au sol, Dieu réglera ça. Camille Nélé, parlons à présent de cette horreur vécue du côté de Bunuka avec cette dame qui est... Les mots sont très durs, qui se voit sa gorge tranchée à coups de machette parce qu'on l'accuse d'être d'intelligence avec les forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'avec cette remontée de violence, ce n'est pas d'ailleurs le seul cas, il y a eu un DOP, il y a un peu eu aussi le quotidien Nouvelle Expression a parlé de 7 meurtres en 7 jours. Qu'est-ce qui peut expliquer cette remontée de violence, Camille? Mais c'est la barbarie qui peut expliquer. C'est la barbarie des acteurs. C'est la barbarie d'une guerre qui a commencé tout doucement, mais elle a commencé d'ailleurs directement par l'horreur. Vous vous souvenez, parce que les premières victimes ont été tuées et enterrées, comme par exemple le sous-préfet de Batibo, d'ailleurs dont on n'a jamais retrouvé le corps jusqu'aujourd'hui. C'est la barbarie, mais cette barbarie-là que certains ont trop facilement et trop longtemps pris pour un combat juste. Mais le combat juste, quand vous voyez des gens qui combattent pour une prétendue liberté, mais seulement ils tuent les personnes pour lesquelles ils prétendent... C'était d'ailleurs la sortie de Maître Akbobala Congo. Alors, moi je pense, mais nous le disons depuis très très longtemps, nous le disons depuis le début. Et puis moi j'ai horreur de cet amalgame qui place le conflit du Nozo a comme conséquence des revendications des avocats. C'est faux, c'est archi faux. Et je l'ai toujours dit. C'est parti d'où, Camille, finalement? C'est parti d'abord du fait que M. Sissoko Ayou Tabe avait monté une armée. On voyait dans les journaux quelqu'un qui est en train de préparer une armée et qui disait très bien que je vais à la conquête de mon pays. C'est clair, c'était avant les revendications des anglophones. J'ai l'impression que les gens l'ont oublié. Les gens ont oublié. Mais la question de la sécession, elle est vieille. On parle de la crise, celle qui a le conflit ouvert. Non, ça a même commencé avec le bâtonnier d'Inka. Les gens ne savent pas. C'est une vieille histoire où des gens estimaient qu'il fallait absolument leur pays à eux. Il fallait qu'ils se détachent du Cameroun. Et moi, je dis que le conflit du Nozo aujourd'hui n'est pas en relation avec le conflit des avocats. Les revendications des avocats et des enseignants sont arrivées au moment où les ambazoniens étaient en train de vouloir monter leur attaque. Et c'est pour cela que le problème, il faut dissocier ces réalités. Est-ce que ça n'a pas facilité simplement l'embrasement? Mais disons que ça a été à la suite. Et peut-être même les avocats et les enseignants. Et certains en ont profité pour penser que c'est la justification, ce qui est très très faux. Et moi je pense que même comment est-ce qu'on appelle ça là, les communicants du RDPC n'arrivent pas à expliquer froidement aux populations que le problème de l'Amazonie est à part, le problème des revendications des avocats sont à part. Ça je l'ai toujours dit et je le maintiens. Aujourd'hui on se retrouve maintenant avec une multitude de bandes armées qui sèment la terreur, la désolation et la barbarie. Regardez pourquoi non seulement ils tuent cette dame, ils prennent des vidéos et ils les balancent sur les réseaux sociaux pour terroriser les populations. Ce sont des terroristes. Moi, je ne sais pas si, en le faisant, ils réussissent leur objectif de terroriser ces populations a été atteint. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, ça donne la possibilité, au moins à ceux qui n'arrivaient pas à parler, même si certains s'émeuvent du bout des lèvres parce que j'ai entendu Maître Kerimuna qui a donné son point de vue, mais il a appelé cet acte un incident. Ça m'a un peu surpris qu'il appelle incident, l'incident qui vient de se passer. Non, ce n'est pas un incident, c'est une barbarie, un acte barbare. On a vu par exemple... Un incident, c'est quelque chose qui est imprévu et qui arrive sans préparation. Or, moi j'ai bien lu le communiqué de Maître Kerimuna, mais moi je vois qu'il y a même des gens comme la fameuse Adegrosi qui n'a jamais mis les pieds au nord-ouest, mais qui est l'accusatrice en chef de l'armée camerounaise, qui arrive à dire que oui, ce qui se passe est regrettable. Mais alors qu'elle a passé tout son temps. Elle a condamné Camille. Du bout des lèvres.
du bout de lèvres, parce qu'il fallait bien qu'elle dise quelque chose. Mais moi, je pense que cette condamnation n'est pas sincère. Par contre, j'ai trouvé sincère la condamnation du rédac. Madame Gombe est non seulement sincère, mais elle est même en colère. On voit qu'elle est en colère. Voilà une ONG qui, effectivement, n'a jamais été tendre. Camille, sinon, que la condamnation soit au bout des lèvres, qu'elle soit sincère, qu'est-ce que ça change à la situation? Qu'est-ce que faut-il faire finalement avec cette affaire du Nord-Ouest, du Sud-Ouest? Comment faire pour ramener la paix définitivement? Mais vous pensez, vous savez, il y a des gens qui avaient dit ici que pour ramener la paix au sud de Sudan, il faut enlever l'armée. Alors si on enlevait l'armée, si on faisait entrer l'armée dans les casernes, vous pensez que ça, on ne verrait pas ça? Non, moi je pense que le problème, la résolution du problème du Nozo demande des conditions globales. Et cette condition, la première condition à cette résolution, d'abord passe par la réaction absolument légitime de l'armée qui est là pour protéger les personnes et les biens, pour protéger les frontières du Cameroun, pour essayer de contenir des éléments qui sont incontrôlables et qui sont tout simplement des criminels, mais de redoutables criminels. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une action internationale qui soit faite contre ceux qui soutiennent cette guerre de l'étranger et qui se gargarisent même en faisant diffuser, en diffusant ces vidéos pour faire comprendre que eux, là-bas en Afrique, au Cameroun, ils sont en train de mener une guerre. Moi, je pense que c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. L'État, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, les hommes politiques doivent aussi savoir, doivent faire des propositions et ne pas seulement faire leurs propositions dans les journaux et sur les plateaux de télévision. Il y a énormément de choses à faire, mais toujours est-il que si vous pensez que ça va s'arrêter tout simplement parce que quelqu'un va dire que... Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit, oui, montons un comité justice et réconciliation. Vous allez monter ça, vous allez appeler qui va venir et dire que non, moi j'ai vu 3 personnes, vraiment, je demande pardon. C'est pas facile du tout. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui est inhumain. Tout simplement inhumain. Ce que nous voyons est devenu inhumain. Moi, je pense que la première des choses, c'est d'y faire face comme le gouvernement camerounais est en train de faire face. Donc finalement, pour vous, on a l'impression, sommes-nous sur un chemin irréversible? Non, le chemin irréversible, vous savez, on va arriver à la normalisation. On va arriver à une solution qui va ramener la paix. Mais ça va laisser énormément de plaies. D'ici combien de temps? De toute façon, on sait toujours quand une guerre commence, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Toutes les guerres d'ailleurs. On sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Mais ce qui se passe au Cameroun, de ce côté-là, c'est une guerre civile. Une guerre civile seulement qui a besoin de la contribution de tous. De tous, je vous dis. Et quand je parle de tous, même la personne qui a déclenché cette guerre aujourd'hui et qui est en prison n'a même plus les moyens de l'arrêter aujourd'hui. Parce que même si c'est aujourd'hui, il va s'adresser à qui? Donc c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Camille, pour sortir, parlons de cette grève des instituteurs, en tout cas la régie qui nous signale que nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.